6 juin 1944, 150 000 hommes, embarqués sur des milliers de navires, s'apprêtent à débarquer en Normandie. Avec eux, 20 000 véhicules dont certains ont été conçus spécialement pour cette gigantesque opération. Parmi ces engins spéciaux, un blindé étonnant. Nom de code, Duplex Drive. Un char Sherman de 35 tonnes modifié pour flotter et atteindre le rivage par ses propres moyens. Une invention folle engagée massivement au large de la plage d'Omaha. J'imagine même pas quelles devaient être les conditions psychologiques dans lesquelles ces équipages de chars ont été mis à l'eau. Au soir du débarquement, c'est la consternation. Pendant toute la matinée, les fantassins des premières vagues ont été fauchés par centaines car les chars flottants n'étaient pas au rendez-vous. Plus de 100 tankistes sont tout simplement portés disparus. Le 741e bataillon de chars américains a été totalement décimé. Que sont devenus les chars et les hommes qui devaient les conduire jusqu'à la plage? Sur les lieux mêmes du drame, nous allons mener l'enquête pour comprendre ce qui leur est arrivé. D'accord, j'ai hâte d'y aller, parce que... Eh ben, écoute, on y va. Allez, plongeons dans l'histoire, alors. Nous retracerons le parcours des hommes disparus. Alors voilà, voici une veste du 741e que j'ai récupérée. C'est la veste de Jad Boardman, gunner du char de Paul Ragan, un des seuls chars ayant atteint la plage le 6 juin 1944 sur Easy Red, Omaha Beach. Un passionné de modélisme et les ingénieurs de la Direction générale de l'armement vont reconstituer les circonstances exactes du drame qui s'est joué au large des côtes normandes. Prêt pour la houle de 1m80, donc la houle du 6 juin 1944. Et attention, c'est parti. Des plongeurs expérimentés ont localisé une grande partie des chars disparus. Au cours de cette enquête, nous allons tenter de lever le voile sur l'une des facettes les moins connues du 6 juin 1944. Nous partons à la recherche des chars disparus d'Omaha Beach. Les côtes normandes sont constellées de vestiges du débarquement. C'est particulièrement vrai en mer. Les épaves du jour J sont nombreuses. En route vers Omaha Beach, des masses sombres émergent soudain du brouillard. Ce sont les restes des Mulberries, les éléments du port artificiel d'Arromanches, des géants de béton au milieu des flots de la Manche. Notre enquête débute au large d'Omaha Beach avec l'un des spécialistes des épaves du jour J, Yves Marchalan. On est à 200. Ça va bientôt, voilà. On est à 300 mètres. Voilà, on est à 300 mètres de l'épave. Il est même possible qu'on croise d'autres chars. 19 mètres, 18 mètres. Bon, là, on a un vrai beau banc de sable. Il fait frais, mais la mer est calme. Il n'y a pratiquement pas de vent. Le brouillard ne se lèvera pas non plus. Nous n'y voyons pas à plus de 200 mètres. Tiens, la voilà. Elle est là. Le point GPS est excellent. On va avoir 21 mètres de profondeur lors de la plongée. Ciel et mer se confondent. La côte et les plages du débarquement sont invisibles. Nous sommes à plus de 4 km du rivage. Comment imaginer que des chars se trouvent posés à 20 mètres de fond en dessous de la coque de notre bateau? Il nous faut aller le voir pour le croire. Dès qu'on arrive au fond, on va essayer d'aller trouver cette épave. Normalement, elle est à 22 mètres de fond. Et on devrait mettre 3 minutes pour descendre. T'es prête, hein? Ouais, on y va. Franck, on est prêt? Oui, bonjour, Creuse-Jebourg, c'est pour vous signaler une plongée. Profondeur 25 mètres, durée 1 heure et la position 49. La plongée n'est pas simple. La visibilité n'excède pas 6 ou 7 mètres. Notre caméra plane dans une marée laiteuse, mais soudain émerge une masse sombre grouillante de poissons.
L'image est incroyable. C'est bien un char Sherman, garé pour l'éternité au fond de la Manche, posé comme un jouet de 30 tonnes. La carcasse est couverte de coquillages, mais les plongeurs reconnaissent bien là un char M4A2. La première version du blindé le plus fabriqué de la Seconde Guerre mondiale. Long de près de 6 mètres et large de plus de 2,50 m, le Sherman, du nom d'un général américain de la guerre de Sécession, est l'un des véhicules emblématiques du conflit. Mais que fait-il là? Ce blindé ne constituait pas la cargaison d'une péniche. Il est seul, posé sur le fond. Il a donc pu couler après avoir tenté de flotter jusqu'à la plage d'Omaha. Les plongeurs cherchent les indices permettant d'identifier un duplex drive, un char flottant. Mais pourquoi les Alliés ont-ils tenté de transformer en bateau des monstres d'acier conçus à l'origine pour être le fer de lance des offensives terrestres? « 3 juin 1944. Les soldats américains de la 29e et de la 1re division d'infanterie, la Big Red One, s'apprêtent à débarquer sur l'une des 5 plages du débarquement en Normandie, Omaha Beach. Ils constitueront la première vague, celle qui devra monter à l'assaut des fortifications allemandes du mur de l'Atlantique. Ils devront débarquer en face des villages de Vierville-sur-Mer et Saint-Laurent, sur un front d'un peu plus de 6 km réparti en 8 secteurs. La grève est couverte d'obstacles à marée basse. 200 portes belges destinées à stopper les embarcations, des troncs pointus inclinés, enfoncés côté mer, des pieux en bois miné et des hérissons de chèques, métalliques ou en béton. Face à eux, au sommet d'un belvédère, environ 16 points fortifiés, reliés entre eux par des tranchées, disposées pour ne laisser aucun angle mort sur la plage. Pour parvenir à enfoncer les défenses allemandes, les soldats américains comptent sur l'appui de blindés spécialement conçus pour le débarquement. Quand les Britanniques, essentiellement, ont étudié de très près ce mur de l'Atlantique, ils en ont assez rapidement déduit que les moyens conventionnels ne pourraient pas satisfaire le besoin et qu'ils ne pourraient pas ni détruire ni franchir ce mur. Donc il fallait trouver des machines et des engins capables de se défaire de tous ces obstacles. Cette solution s'imposait car un autre débarquement, catastrophique celui-là, avait montré l'obligation de fournir un appui aux troupes débarquées. Au mois d'août 1942, les Alliés avaient tenté une opération amphibie d'envergure sur le port de Dieppe. À Dieppe, en 1942, les Canadiens et les Britanniques avaient débarqué une trentaine de chars qui étaient en fait des chars Churchill. Et ils attendaient de ces chars un appui-feu des fantassins qui permettait aussi de réduire et de détruire les défenses allemandes. Les soldats canadiens avaient été fauchés par dizaines sur les plages de Galets dès le début de l'attaque. 1000 hommes avaient été tués, 3000 demeuraient prisonniers. Lors du rembarquement, aucun char n'a pu être récupéré par les Alliés. Ils sont tous restés sur la plage. Ce premier débarquement totalement raté avait servi de leçon. Pour éviter le massacre, il fallait protéger les fantassins dès leur sortie des barges avec des chars spécialement conçus pour progresser sur les plages et enfoncer les défenses de l'ennemi. Trouver des solutions était obligatoire. Un débarquement d'envergure sur les côtes d'Europe ne serait pas possible sans l'appui des blindés. L'état-major allié avait alors confié à une équipe d'ingénieurs commandée par le général britannique Percy Hobart la transformation de blindés spécialement conçus pour soutenir toutes les opérations amphibies et percer les défenses allemandes érigées sur les côtes d'Europe. Pendant des mois, Hobart et son équipe ont donc testé les capacités de franchissement de plusieurs types de blindés, au risque et péril des pilotes d'essai parfois. Ils ont finalement créé toute une gamme de véhicules adaptés, bientôt intégrés à une unité spéciale, la 79e division blindée britannique.
ce sont les Hobart Funnies, les amusements du général Hobart. Plusieurs modèles amphibies sont imaginés sur la base du char américain Sherman M4A2. Un char conçu à partir des plans fournis par des ingénieurs français réfugiés aux États-Unis après la défaite de juin 1940. Munis d'une lame, les Sherman Bulldozer ou Tank Dozer devront pousser ou écraser la plupart des obstacles barrant la progression sur la plage. Certains Sherman sont juste rendus plus ou moins étanches. C'est le cas du DWG pour Deep Wading Gear, un blindé équipé de 2 schnorkels permettant au moteur de respirer pendant l'immersion de la structure d'acier. Le blindé peut ainsi quitter les barges pour rouler dans une faible profondeur d'eau. Mais un autre modèle dessiné par l'ingénieur Nicolas Stroessler relève un incroyable défi. Il flotte. Nom de code, Duplex Drive. Défiant les principes de la poussée d'Archimède, les ingénieurs vont permettre à un Sherman M4A2 de plus de 30 tonnes de flotter et de se déplacer à la surface d'une étendue d'eau. Une invention pour le moins surprenante. La jupe, taillée dans un tissu extrêmement étanche, est cerclée d'arceaux en fer qui assurent sa rigidité. Elle se lève grâce à 32 boudins gonflés par de l'air sous pression. Le défi était de transformer un char en bateau. Alors vous voyez déjà la première pièce rapportée, qui est cette espèce d'étrave qui permet au char de fendre l'eau un peu mieux qu'une section carrée, bien sûr. C'est une pièce qui a été soudée sur la coque moulée du Sherman. La transmission du Duplex Drive animait 2 grosses hélices faisant également office de gouvernail. La jupe relevée et les hélices du char mises en route, le véhicule blindé de plus de 30 tonnes pouvait atteindre la vitesse de 4 nœuds par temps calme, 8 km/h. Ce char flottant appelé Duplex Drive porte les initiales Didi. Les militaires américains et britanniques le surnomment donc rapidement Donald Duck. Lorsque le char Didi accoste, la jupe flottante est abaissée. Le blindé peut alors appuyer un assaut d'infanterie lors d'un débarquement ou du franchissement d'un cours d'eau. Le rôle des Duplex Drive était tout à fait clair. Ils devaient réduire par leur feu les fortifications allemandes qui étaient constituées de 10 mitrailleuses, les redoutables MG42, les nids de mortier, les Tobruk, et puis bien sûr tous les blocos et les tranchées que les Allemands avaient érigés et construits sur le mur de l'Atlantique. Le général Frédéric Morgan, coordinateur des plans préliminaires en vue du débarquement, déclare « Nous avons enfin trouvé ce que cherchent toutes les armées du monde depuis des années. » Selon le plan, 16 chalands LCT, des Landing Craft Tanks de la marine américaine, devront lancer à 6h25, 5 minutes avant leur H, 64 chars Duplex Drive au large d'Omaha Beach, 32 du 743e Tank Bataillon à l'ouest et 32 autres du 741e Tank Bataillon à l'est. Dans le même temps, 16 chalands identiques mais surblindés, des LCTA, s'échoueront sur le rivage. Ils y déposeront 48 Sherman standards et des Sherman Dozer, tous rendus étanches pour se déplacer dans 2 mètres d'eau. Le premier char découvert par Yves Marchalan et son équipe au large d'Omaha est trop concrétionné pour être formellement identifié. Difficile de reconnaître les caractéristiques du Duplex Drive. L'épave a sans doute été saccagée, les hélices coupées et déposées par des plongeurs indélicats. La Normandie est le terrain de prédilection des chasseurs de reliques et des pilleurs en tout genre. Ce vestige est sans nul doute un Duplex Drive, un char flottant qui aurait coulé le 6 juin à l'aube à plus de 4 km des côtes. Mais combien de chars de ce type ont sombré au large d'Omaha Beach? Et si le blindé est bien là, gisant par 20 mètres de fond, qu'est-il arrivé à son équipage? Début juin 1944,
les tankistes des 743e et 741e Tank Bataillon se rassemblent pour leur mission. Ce sont eux qui devront débarquer sur Omaha Beach à bord des Duplex Drive. Le sergent Kenneth Williams est déjà sur son char. Comme beaucoup d'Américains, Kenneth s'est engagé dès le lendemain de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Il a été de toutes les batailles de l'armée américaine en Afrique et en Italie, où il a déjà perdu de nombreux camarades. Après 2 ans de combat, il fait déjà office de vétéran. Tout comme un autre chef de char, le sergent Turner Shepard. Un tankiste à kilo ne fait pas peur. Dans le civil, c'est un amateur de voile. Sur une autre barge, Walter Ray Jones s'inquiète un peu. Pilote de Sherman, il sait qu'il sera le dernier à sortir du blindé s'il coule au large d'Omaha Beach. Pour l'opération, les hommes du 743e seront commandés par le capitaine Ned Elder, un officier de réserve expérimenté, ancien des campagnes d'Afrique. Les tankistes du 741e seront quant à eux sous le commandement du capitaine James Thornton, un jeune officier de 25 ans, diplômé de l'Académie militaire de Caroline du Sud. Pour de nombreux officiers supérieurs cantonnés en Angleterre, ces duplex drive constituent un atout providentiel. Donc les Alliés attendaient beaucoup du duplex drive comme élément de surprise qui aurait permis effectivement de déposer sur les plages une puissance de feu tout à fait redoutable. Eisenhower lui-même, ancien commandant du centre d'entraînement de l'arme blindée de Camp Colt, est enchanté par cette invention. Sa première visite en Angleterre est pour le centre d'essai des Duplex Drive, où il se rend avec le général Montgomery. La nouvelle arme le satisfait tellement qu'il effectue lui-même un tour de char. L'un des plus proches conseillers d'Eisenhower, le général George Marshall, approuve l'utilisation de ce nouveau modèle de char Sherman et souhaite même que les engins soient prêts à temps pour le débarquement. Pourtant, à Londres, l'amirauté britannique considère très tôt que le Didi est inapte à tenir la mer. Les marins, de manière un peu intuitive, avaient dit, vous savez, les machines qui naviguent bien sur l'eau, ça s'appelle des bateaux. Ça s'appelle pas des chars. Donc votre truc, votre duplex drive, n'a pas tout à fait la tête d'un bateau. La mer, c'est un milieu extrêmement hostile, et puis surtout, c'est très changeant. Donc il faut que votre duplex drive puisse s'adapter au changement de mer comme un bateau peut s'adapter. Dans les rangs des tankistes américains, les perplexes sont également nombreux. Walter Ray Jones et Kenneth Williams sont sans doute de ceux-là. 30 tonnes d'acier dans un seau de toile cirée, disent la plupart des GIs lorsqu'ils décrivent le nouvel engin. Un cercueil flottant, pensent beaucoup d'autres. Il y avait énormément de dangers à utiliser le duplex drive parce que la conception même de Stroessler, qui prévoyait cette jupe relevable de sorte de créer cette bulle d'air au-dessus du char, c'est un équipement fragile, qui est un équipement en tissu. Et d'autre part, ça ne permettait pas de donner au char ce qu'on appelle un franc-bord, c'est-à-dire une partie émergée au-dessus de l'eau extrêmement importante. Et donc on sent bien que à la moindre grosse vague, le char pouvait être emporté puisque l'eau pouvait passer par-dessus. Pire encore, une expérience grandeur nature va tourner au désastre. Le 4 avril 1944, 6 semaines seulement avant le D-Day, les Alliés réalisent de grandes manœuvres sur les plages de Studland Bay, dans le Dorset. C'est l'opération Smash. Devant le roi George VI, Churchill, Montgomery et Eisenhower, des milliers d'hommes et de véhicules débarquent sur une côte similaire à celle du nord de la France. L'exercice se veut des plus réalistes. Les tirs sont effectués avec des munitions réelles. Plusieurs blindés amphibies, des chars Valentine du 4e et 7e Dragon britannique, sont mis à l'eau à quelques encablures du rivage. Un vétéran, Ron West, témoigne. À l'intérieur des chars, les soldats étaient effrayés. Ils savaient que le moindre éclat d'obus déchirerait la jupe de toile.
et que le char coulerait au fond de la mer comme une pierre. L'opération du 4 avril 1944 n'est qu'un exercice. Mais la mer est un peu agitée. Au soir de la journée de manœuvre, 7 chars manquent à l'appel. Ils ont coulé à pic, entraînant vers la mort 6 membres d'équipage. À l'époque, l'événement est passé sous silence et il faudra attendre 2004 pour qu'une plaque commémorative soit inaugurée sur les lieux de la tragédie. Les 7 Valentines, filmées ici par un plongeur amateur en 2011, reposent encore dans les eaux froides baignant les côtes du Dorset. Pourquoi, après ce sinistre fiasco, l'état-major allié a-t-il pris la décision d'engager les duplex drive le jour J? Ce qui avait convaincu l'état-major, en fait, c'est que lors des premiers essais de duplex drive, ces essais avaient été réalisés sur un lac, donc sur une eau parfaitement calme. Et c'est vrai que sur une eau parfaitement calme, tous les généraux du Shape, et Eisenhower en premier, avaient dit finalement, ça marche. Donc on va utiliser ce char duplex drive dès les premiers assauts et dès la première vague d'assaut, le jour J, sur les plages normandes. Le général Léonard Géraud réaffirme toutefois sa préférence pour les chars Sherman Deep Wading qui ont déjà été engagés lors des débarquements en Italie. Les Américains décident donc que l'une des 3 compagnies des 743e et 741e sera équipée de chars Sherman rendus étanches, des Deep Wading Gear et de bulldozers pour nettoyer les plages. « 16 chalands LCTA accosteront donc avec à leur bord 2 chars Deep Wading et 1 bulldozer. Au large, 16 chalands LCT transportant chacun 4 chars duplex drive auront pour mission de les lancer à l'eau à 5500 mètres du rivage. Le 743e Tank Bataillon débarquera à l'ouest. Le 741e à l'est d'Omaha Beach. Walter Ray Jones est né à Medina, au Tennessee. Conducteur de Sherman DD, il fait partie de la compagnie B du 741e Tank Bataillon. Tout comme les sergents Kenneth Williams et Turner Shepard, des vétérans des campagnes d'Afrique où les 2 hommes ont découvert la guerre. C'est au Maroc et en Tunisie que les tankistes de la 2e division blindée ont accompli leur baptême du feu au prix de lourdes pertes en hommes et en matériel. Mais c'est aussi là, dans les déserts du Maghreb, que les chars moyens Sherman ont fait la preuve de leur efficacité. Plus âgé que la moyenne des recrues, Kenneth Williams s'est engagé après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Il travaillait depuis de nombreuses années car la dépression de 1929 avait durement touché sa famille, l'obligeant à gagner sa vie très jeune pour aider ses frères et sœurs. Pour lui, servir son pays constituait un devoir. Au soir du 5 juin 1944, les chars de Kenneth, Walter et Turner sont affectés dans 3 barges de débarquement. Les 3 hommes savent que leurs blindés doivent soutenir l'assaut terrestre. Mais rien ne va se passer comme prévu car, depuis plusieurs jours, la météo n'est pas bonne. Les services de la météo britanniques disaient à Eisenhower, « Mon général, si on ne débarque pas demain, la prochaine bonne date en termes de marée, en termes de lune, en termes de météo, c'est dans plusieurs semaines. » Donc Eisenhower était confronté à une décision tout à fait redoutable qu'aucun homme ne voudrait prendre dans ces circonstances, qui est d'envoyer 1 million d'hommes à la guerre sur des considérations d'analyse de risque et d'analyse d'opportunité. Mais le 6 juin ne réunissait pas toutes les conditions pour le faire, et en particulier les conditions de mer et les conditions météo. Et ceux qui en ont fait les frais immédiats, ce sont les malheureux chars duplex drive du 741e Tank Bataillon. Le 6 juin à l'aube, lorsque les hommes de la 1re division d'infanterie sautent des barges sur les secteurs est de la plage d'Omaha, de nombreux GIs constatent avec désolation que les chars duplex drive ne sont pas là. C'est le massacre. 90% des fantassins de la première vague sont fauchés en une poignée de minutes. Un photographe de renom fait partie de cette première vague d'assaut. Il s'appelle Robert Capa. Pendant les quelques longues minutes où il demeure dans l'enfer d'Omaha, avant de réembarquer devant cette vision d'horreur,
Capa déclenche son appareil. Seuls quelques clichés sont parvenus jusqu'à nous. Sur l'un d'entre eux, on peut voir 2 chars Deep Wading Gear et 2 chars duplex drive du 741e, dont les jupes semblent intactes. Une image aérienne du secteur prise le 6 juin, quelques minutes après la fin de l'assaut, confirme que plusieurs chars ont accosté. Ils gisent au milieu de dizaines de cadavres reposant sur la grève. Pour le 741e Tank Bataillon, le bilan du débarquement des chars sur Omaha Beach le 6 juin 1944 est catastrophique. À l'ouest, le 743e Tank Bataillon a débarqué pratiquement tous ses blindés. 32 Didi, 7 Sherman Deep Wading Gear et 3 tanks Bulldozer. Par contre, à l'est, le 741e Tank Bataillon n'a débarqué que 5 chars Didi, 6 Deep Wading Gear et 5 tanks Bulldozer. 27 duplex drive sur 32 ont tout simplement disparu. Que s'est-il passé? Pourquoi 2 chars du 741e sont-ils parvenus sur la grève? Et comment expliquer que tous les Didi du 743e aient, quant à eux, atteint le rivage? La lecture d'un document déclassifié dans les années 1990 attire l'attention. C'est le rapport après les combats du 741e Tank Bataillon. Les pages concernant le 6 juin 1944, étrangement classifiées entre le mois d'avril et le mois de mai 1945, sont quasiment entièrement illisibles. Nom, prénom et matricule des hommes morts au combat, date, lieu, tout est entièrement et minutieusement noirci. Les familles des disparus ont longtemps ignoré ce qui était arrivé à leurs enfants. Et pour cause. Une chape de plomb s'était abattue sur la mémoire des hommes du 741e Tank Bataillon, disparus dans les flots de l'histoire du jour J. En 1979, 35 ans après le débarquement, le maire de Saint-Laurent-sur-Mer avait informé l'armée américaine que certains pêcheurs avaient localisé des tanks immergés au large d'Omaha Beach. Comme seule réponse, les autorités américaines avaient expédié sur place un plongeur sans équipement. Il avait évidemment échoué à retrouver une quelconque épave. 20 ans plus tard, en 2000, sous la pression de l'opinion publique américaine, l'Institut d'archéologie nautique de l'Université du Texas avait entamé une reconnaissance sous-marine à proximité des plages du débarquement. Les secteurs d'Utah Beach à l'ouest, de la pointe du Hoc et d'Omaha Beach à l'est, ont été étudiés afin de déterminer l'emplacement de tous les engins de débarquement américains coulés au large des côtes du Cotentin. Bateaux, barges de débarquement, pièces d'artillerie et chars. En utilisant un sonar à haute résolution, un magnétomètre et un équipement GPS, l'équipe a notamment identifié l'épave d'un LCT au large d'Omaha, puis une série de 19 véhicules semblant être des chars immergés à plusieurs kilomètres de la côte. Les scientifiques en avaient conclu qu'il s'agissait sans doute des duplex drive du 741e. C'est au cœur de ce secteur qu'Yves Marchalan espère enfin trouver une épave qui soit réellement identifiable. Yves, vous vous mettez à l'eau de la même manière que tout à l'heure? Pareil, par l'arrière? Ok, et René sur le côté? Oui, je te le dis, ouais. Vous me dites quand vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Quand tu vois un char sous l'eau, tu te dis pourquoi il est là déjà? Il n'est pas fait pour être sous l'eau, d'une part. Et puis après, quand tu commences à travailler sur l'histoire, tu te dis mais comment des gens sont morts là-dedans, près de la plage, et qui étaient venus pour défendre ton pays, quoi. Une fois à l'eau, notre caméraman et son coéquipier n'auront qu'un quart d'heure pour retrouver et filmer l'épave.
Heureusement, la masse sombre du char apparaît très vite, nimbée de poissons argentés. Assez rapidement, Yves fait signe aux autres plongeurs. Les preuves sont éparpillées tout autour de la carcasse. L'épave est entourée de matériel. Ce qui semble être un casque américain est posé à même le fond, bloqué dans un filet de pêcheur. À côté, des tubulures couvertes de coquillages, ce sont les armatures de la jupe du char Didi. Sur l'une d'entre elles, Yves parvient à arracher un morceau de toile goudronnée. C'est un élément de la jupe. À l'arrière du char, miracle. L'une des hélices décrochées par les pilleurs d'épave est restée enfouie dans le sable. Ce char serait donc bien un duplex drive, l'un des Didi du 741e Tank Bataillon. La tourelle est étrangement inclinée, comme désolidarisée du reste de la carcasse. Ses trappes sont ouvertes et des munitions oubliées au cours du naufrage gisent encore dans les sédiments. Moi, c'est OK. Elle était belle aussi, celle-là. Elle est encore plus parlante que la Ouais. précédente. Et pourquoi là, la tourelle de côté, là? Il y a deux raisons possibles. Peut-être que lorsque le char est descendu, il est descendu comme ça, il a tapé un peu, donc la tourelle s'est décollée. Ouais. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'un chalutier soit passé Ah, qui l'aurait et tourné. qu'ils aient fait tourner la tourelle. Très belle plongée dans l'histoire, là. Bienvenue dans la plongée. Si le char découvert au large d'Omaha Beach est bien un duplex drive, de nombreuses questions demeurent en suspens. Pourquoi et dans quelles circonstances est-il arrivé là? Que s'est-il passé ce 6 juin 1944? Le débarquement prévu le 5 juin a été reporté à cause de la tempête qui sévissait en Manche. Eisenhower va profiter d'une accalmie pour lancer l'opération Overlord. Mais la mer reste démontée. Le général Bradley, patron de la première armée, est inquiet pour les duplex drive, d'autant que la Navy et son propre staff l'ont prévenu des risques encourus. Mais il ne prend aucune décision majeure, sinon de confier au commandant des compagnies le soin d'apprécier l'opportunité de la mise à l'eau. Le 6 juin, à l'heure H-60 soit 5h30, les LCT des compagnies B et C des 743e et 741e Tank Bataillon sont en position au large des côtes normandes. Les Allemands ne se doutent de rien. Les tankistes sont épuisés par 20 heures d'une traversée éprouvante. La plupart ont été malades toute la nuit. Walter Jones, Kenneth Williams et Turner Shepard, comme tous leurs camarades, s'inquiètent. Sauront-ils naviguer jusqu'au rivage? Leur entraînement ne servira-t-il à rien? Pendant plusieurs semaines, Kenneth, Turner et Walter, comme tous les tankistes, se sont entraînés à l'usage de leurs engins flottants. Mais leur apprentissage comme marins n'excédera toutefois pas un mois. Ils sont impatients d'aller au combat, mais savent que leurs engins sont d'un maniement délicat. Toutes les unités américaines et britanniques n'ont pas eu la chance de s'entraîner intensivement et plusieurs fois à débarquer. Et ça a été le cas des chars duplex drive. Les tankistes se sont entraînés sur des lacs de la campagne anglaise dans des conditions de navigation idéales. Ils savent que leurs blindés ne peuvent pas être largués dans des vagues excédant 30 cm de creux. La jupe a été conçue pour maintenir un franc-bord d'au moins 1,21 m. Les équipages de chars, qui ne sont pas des marins, ont été mis directement et sans conditionnement et sans grand entraînement dans des cubes d'acier surmontés d'un fragile rideau
de tissu. Et on leur disait, les gars, ne vous inquiétez pas, on a fait les essais, ça va marcher, il suffit de faire comme on vous a indiqué à l'entraînement. Les hommes se doutent bien que leurs blindés peuvent couler à pic en cas de submersion. Ils ont été équipés d'un gilet de sauvetage Mae West et d'un énorme coutelas, seul capable de tailler dans la toile de la jupe du Didi en cas de naufrage. Dans un bassin, ils se sont également entraînés à sortir en urgence de leur cabine immergée. En théorie, ils auront 7 minutes pour s'extirper de leur char, puis pour remonter à la surface, malgré la pression de l'eau gelée de la Manche. Les Britanniques sont censés leur avoir fourni un système de respiration autonome. Le DSEA, l'un des premiers recycleurs d'oxygène conçus par Sir Robert Davis. Mais des découvertes récentes prouvent que les tankistes américains ont été dotés d'un matériel nettement moins pratique. Alors ceci est une bouteille d'oxygène d'évacuation d'urgence pour char amphibie Duplex Drive. Celle-ci provient du secteur Omaha Beach. Habituellement, dans les livres, on pensait qu'effectivement, ils utilisaient des appareils Davis britanniques. Preuve en est que pas forcément. En tous les cas, sur le secteur, cette bouteille a été largement distribuée aux pilotes de chars amphibies. Par contre, je doute fort que les pilotes de DD pouvaient effectivement s'échapper du char avec ça en main. Déjà, s'échapper d'un char n'est pas évident. Avec cette bouteille-là en plus qui pèse un certain poids, la manœuvre me paraît très difficile et très délicate. À l'aube du 6 juin 1944, les 64 chars des 2 bataillons attendent que les rampes s'abaissent pour pouvoir plonger dans les flots. Ce jour-là, la mer est démontée. Le vent est violent, les courants d'ouest très forts. Dans un rapport top secret sur le char Didi, l'officier opération du 743e Tank Bataillon, le major William Duncan, avait signalé le 30 avril 1944 « Les limites du char Didi sont les suivantes. Il ne doit sa flottabilité qu'à une mince épaisseur de toile. Cette toile se déchire facilement et une déchirure de plus de 30 cm provoque le naufrage du char. Le char ne peut naviguer par un vent supérieur et des conditions de mer dépassant force 3. » Le 6 juin 1944 à l'aube, un vent avoisinant les 16 nœuds et des creux dépassant 1,50 m répondent aux caractéristiques des forces 4 à 5. Devant les secteurs ouest d'Omaha, le capitaine de la compagnie C du 743e, Ned Elder, hésite à lancer les Duplex Drive. Il s'entretient alors par radio avec le lieutenant de la Navy, Dean Rockwell, chef de la flottille de LCT qui transporte les chars Didi du bataillon. Dean Rockwell en est sûr, les conditions ne sont pas remplies pour mettre à l'eau les chars. Les 2 hommes décident alors de pousser jusqu'à la plage, où les LCT débarqueront les blindés directement, sous le feu de l'ennemi. Par contre, à l'est, le capitaine Thornton, commandant de la compagnie B du 741e, après avoir échangé avec son homologue, le capitaine Young de la compagnie C, décide de donner l'ordre de mise à l'eau sans prendre l'avis de l'officier de marine commandant la flottille. J'imagine même pas quelles devaient être les conditions psychologiques dans lesquelles ces équipages de chars ont été mis à l'eau, et sachant que ce n'était que la première épreuve d'être mis à l'eau. La deuxième, ça consistait à naviguer, et puis la troisième, c'était de se prendre les tirs allemands. Le rapport, en date du 19 juin 1944, précise que les 2 officiers ont estimé que l'avantage tactique représenté par la mise à l'eau des chars était justifié, malgré les mauvaises conditions de mer. À 5h40, les pavillons jaunes montent. Les rampes s'abattent dans les vagues glacées. Quand on monte dans un duplex drive en mer, seul le pilote est à bord. Les autres sont à l'extérieur du char, pour à la fois des raisons de sécurité, et puis deuxièmement, pour pouvoir affaler les jupes quand le char arrive à terre. Donc vous vous trouvez dans une espèce de baignoire qui est agitée par les flots, par les vagues, qui ne tient pas forcément bien la mer, mais surtout qui ne va pas vite. La vitesse maximale d'un duplex drive, c'est 4 nœuds. Donc le temps est long.
Pour la plupart des tankistes, la mise à l'eau des chars a constitué sans nul doute un soulagement après près de 20 heures de mer déchaînée, 20 heures de nausée et d'angoisse. Mais c'est aussi une plongée dans le néant. Alors que les chars s'éloignent tant bien que mal des barges, les hommes comprennent que la traversée sera des plus périlleuses. Comment les duplex drive ont-ils réagi à cette mer démontée? La Direction générale de l'armement a accepté d'ouvrir les portes de l'un des sites industriels les plus sécurisés de France pour une expérience inédite. Reproduire dans une cuve à houle les conditions de mer du 6 juin 1944. Frédéric Kerlot est l'un des seuls modélistes français à avoir fabriqué la maquette motorisée d'un char Didi à l'échelle 1/16e. Le modèle est parfait. Il a été lesté pour être dans le même rapport poids-volume qu'un char Sherman de 32 tonnes. Jupe étanche, hélice et jusqu'au marquage du blindé, tout est conforme au duplex drive du 741e Tank Bataillon. Ce petit bijou de modélisme, Frédéric a accepté de le confier aux ingénieurs en hydrodynamique de la Direction générale de l'armement, qui vont le tester après quelques précautions. Pour éviter qu'elle ne dérive, la maquette sera maintenue par des câbles. Là, elle est bien, donc devant on a la même chose, on a les mêmes longueurs. Et ben on est parti. On est parti. Donc l'expérience, c'est d'évaluer les performances d'un système complexe. Donc évaluer les performances en termes de tenue à la mer, savoir quelles sont ses limites opérationnelles, voir jusqu'à quel état de mer le char pourrait naviguer. L'expérience est vraiment édifiante. On part sur une houle de 0,8 avec une période de 8 secondes. Je rentre. C'est parti. La maquette flotte parfaitement dans une mer calme ou dans une houle régulière avec des creux de 80 à 150 cm. On va lancer une houle de 1,60 m, période de 8,8 secondes. C'est parti. Au-delà d'1,60 m de creux, ballottée par une houle transversale comme le 6 juin, la maquette se dandine dangereusement sur les vagues, en embarquant des paquets d'eau qui transforment la jupe en piscine et alourdissent l'ensemble. Le franc-bord, la partie émergente de la jupe, n'est plus que de quelques millimètres. Prêt pour la houle de 1,80 m, donc la houle du 6 juin 1944. J'avante. Et attention, c'est parti. Lorsque les conditions de mer sont identiques à celles du jour J, la conséquence est quasi immédiate. La maquette coule à pic en une fraction de seconde. C'est exactement ce qui s'est passé le jour du débarquement. Les 19 chars retrouvés au large d'Omaha Beach avaient tous le même cap. Ils se dirigeaient tous vers le seul point de la côte visible de loin, le clocher de Colville-sur-Mer. Ils ont donc affronté le courant pour atteindre la côte. Ce jour-là, le courant venait de l'ouest, créant des vagues latérales et déportant les chars vers l'est. Les Didi Tanks devaient être largués en mer avec des vagues n'excédant pas 30 cm. Ils étaient conçus pour maintenir un franc-bord d'au moins 1,21 m. Le jour J, les vagues atteignaient près de 1,80 m et le franc-bord des Didi Tanks n'était plus que de 35 à 45 cm. Une seule conclusion s'impose. Je pense que pour ce niveau d'état de mer, on n'aurait pas dû mettre à l'eau ces duplex drive. 6 juin, vers 5h50. À bord des duplex drive, les hommes sont trempés, gelés. Les conducteurs sont les seuls à rester enfermés dans la carlingue. Le chef de char se tient debout et hurle ses ordres. Les 3 autres membres d'équipage sont censés se tenir non loin des trappes d'accès, mais ils sont ballottés, soucieux de l'état de la jupe qui permet à leur véhicule de flotter. Et bientôt, l'intérieur de la jupe n'est plus qu'une piscine. Les Didi sont ballottés comme des bouchons de liège. Une seule vague suffit à les submerger. Les chars des compagnies B et C du 741e coulent les uns après les autres, sous les yeux horrifiés des marins de la Navy. L'enseigne de vaisseau Harkey, commandant le LCT 602, déclare dans le rapport d'opération « Je n'en suis pas fier et je ne cesserai jamais de me reprocher de n'avoir pas amené les chars jusqu'à la plage. » 27 des 32 chars des compagnies B et C ont coulé à pic.
Le rapport du bataillon indique que la plupart des tankistes ont réussi à s'échapper. Les naufragés sont restés à la surface où ils ont été récupérés par des embarcations qui les ont conduits sur des navires de transport avant d'être rapatriés en Angleterre. Mais combien de pilotes sont restés enfermés dans leur habitacle? Combien d'hommes d'équipage ont été aspirés par les remous des 32 tonnes d'acier attirées vers le fond comme un véritable aimant? Walter Ray Jones est de cela. Coincé à son poste de pilotage, il meurt noyé dans son duplex drive. Aussi fou que cela puisse paraître, certains tankistes, avant de sombrer, sont parvenus à passer un dernier appel à leur chef pour leur demander de ne pas mettre les chars à l'eau. En vain. Pourtant, en ce matin du 6 juin 1944, malgré le drame qui s'est joué au large d'Omaha, 2 chars ont réussi à atteindre la plage. Uniquement 2 chars ont atteint la plage sur Omaha Beach le 6 juin 1944, celui de George Jedds et de Shepard, donc du 741e Compagnie B. Eux-mêmes étaient des marins accomplis et ils ont vite compris que le courant les amenait vers l'est. Et de par ça, ils ont suivi tout simplement le courant et le vent. Ce sont les seuls chars qui ont réellement flotté, je dirais, ce 6 juin sur Omaha. Mais lorsque les chars de Geddes et Shepard parviennent sur la grève, les fortifications allemandes sont intactes. Les 2 équipages plongent aussitôt au cœur des combats. Les duplex drive ont eu, quand ils sont arrivés, à combattre tout de suite parce que la première vague était déjà sur place et les Allemands étaient déjà au combat. Rendus sur la plage, Shepard et Geddes se battent comme des beaux diables, réduisant des nids de mitrailleuses, détruisant plusieurs pièces d'artillerie. Ils ont été accueillis comme le reste des hommes malheureusement qui se trouvaient ici, c'est-à-dire avec un feu d'enfer. Donc eux étaient en plein dans la cible, j'allais dire. En revanche, le char de Shepard a vite repéré la casemate qui contenait ce fameux 88 mm et a donné un coup au but, neutralisant totalement le blocos. Le sergent Kenneth Williams a eu beaucoup de chance. Son peloton de 4 chars a embarqué sur le LCT-600 de l'enseigne de vaisseau Sullivan, qui va les faire débarquer directement sur la plage d'Omaha vers 6h40. Le LCT-600 a décidé de beacher suite à un char qu'il a largué qui a coulé instantanément. De par ça, l'enseigne Sullivan qui commandait le LCT a décidé tout de suite de beacher le char amphibie du sergent Ragan. Il y avait également celui de Kenneth Williams et de Richard Maddock. Le char de Williams est touché à plusieurs reprises par des tirs ennemis, mais il poursuit le combat. Ensuite, ils ont essayé de sortir de la plage, de s'extraire de ce guêpier. Ils ont amorcé la sortie de plage E3 sous le WN-62. Particulièrement celui de Ragan, qui a été repéré par un autre canon 75 mm qui se trouvait en arrière de la position. Et ce 75 mm, malheureusement, a neutralisé le char du sergent Ragan. C'est au tour du char de Kenneth Williams d'être immobilisé. Il saute sur une mine. Sérieusement blessé, Kenneth refuse d'être évacué et poursuit la lutte dans son Didi, immobilisé sur le rivage de la Normandie. C'était le chaos total au moment où ils ont beaché. Tous les WN, les mitrailleuses, les canons, les nids de mortier étaient dans le feu de l'action. Donc ils ont débarqué dans une confusion la plus totale. C'est bien le char de Kenneth Williams que Robert Capa a photographié le 6 juin à l'aube. Celui-là même que l'on retrouve sur plusieurs clichés faits plus tard dans la matinée. Williams fait sans doute partie du petit groupe de tankistes blottis sous le couvert d'un autre blindé. Nous savons que le char de Paul Ragan et celui de Kenneth Williams sont restés en épave en dessous du WN-62 et un tank dozer qui se trouvait dans les parages, un tank avec une pelle à l'avant, en fait a poussé directement ces 2 chars-là dans le fossé anti-char sur lequel on se trouve. Pour les fantassins de la 1re division d'infanterie, l'absence des chars a été une véritable catastrophe. Sans appui-feu, sans aucune protection sur un espace battu par les mitrailleuses et les canons allemands, ils ont été fauchés par centaines en l'espace de quelques minutes. L'état-major a longtemps passé sous silence le drame qui s'était produit au large des côtes de Normandie. Sur le secteur britannique,
Les Didi, favorisés par des conditions de mer plus favorables, avaient rempli leur mission. Sur Utah, l'autre objectif américain, bien moins défendu, ils avaient été déposés sur le sable ou assez près du rivage pour pouvoir manœuvrer. Là, les chars Duplex Drive avaient rempli leur office. Et ils allaient servir encore lors du franchissement du Rhin. L'échec d'Omaha devait passer sous silence pour préserver le moral des troupes et éviter de discréditer une invention qui avait été particulièrement mal engagée et dont l'emploi avait été confié à de jeunes officiers dans des conditions particulièrement déplorables. Le corps de Walter Ray Jones, dit Bud, n'a été identifié qu'au mois d'octobre 1944. En 1947, ses restes ont été inhumés dans sa ville natale de Medina, au Tennessee. Sa famille ignore toujours les circonstances exactes de sa mort. Le capitaine James Thornton est mort au combat en Allemagne sur la ligne Siegfried le 14 septembre 1944. Son corps n'a jamais été retrouvé. Après avoir été blessé sur Omaha et avoir refusé d'être évacué, le capitaine Elder a conduit les chars de la compagnie C du 743e Tank Bataillon hors de la plage. Pour cette action le jour J, il a reçu la Croix du service distingué et la Purple Heart. Ned Elder est mort le 11 juillet 1944 aux environs de Saint-Lô après que son char a été touché par le tir d'un Panzer allemand. Il laissait derrière lui une femme et un fils de 5 mois qu'il n'avait jamais vus. Au cours de l'hiver 1944, le sergent Kenneth Williams participera à la terrible bataille des Ardennes. Il est rentré dans sa famille après la guerre, en laissant derrière lui bien des camarades de combat et les 27 chars engloutis du 741e Tank Bataillon. Les Duplex Drive d'Omaha Beach sont toujours là, au fond de l'eau, plantés comme des sentinelles. Les derniers témoins, comme beaucoup d'autres vestiges de guerre, de l'histoire tumultueuse des combattants du Second Conflit mondial.